It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout nouvel épisode de The Prospect. Dans cette émission où l'on parle des futurs prospects NBA et notamment pour cette année des futurs prospects de la draft 2023, il est important de noter, et je pense que vous l'avez vu dans le titre, qu'aujourd'hui on va parler d'un des prospects les plus importants de ces dernières années, un prospect qui serait dans n'importe quelle autre classe de draft numéro 1, tout simplement. On va parler tout simplement de Scoot Henderson, le meneur de la G-League Ignite. Donc je pense qu'on va commencer directement. Cette vidéo sera peut-être un peu plus longue que les dernières qui ne durent, je crois, qu'une vingtaine de minutes. Parce que j'ai tout simplement énormément de choses à dire et notamment énormément de points forts et de qualités à souligner pour ce joueur qui fait effectivement grand bruit juste avant la draft NBA. Donc je pense qu'on va commencer. Allons-y. On the take, Henderson throws it down! Oh my goodness, Scoot Henderson! Easy. Are you kidding? Scoot Henderson, as Faron Hunt's three is off the mark. That was sensational. Hence the number 2 projected NBA draft in the 2023. Scoot Henderson, de son vrai nom Sterling Henderson, est donc un jeune meneur de 19 ans. Arrivé en G-League à l'âge de 17 ans, ce qui en fait tout simplement le plus jeune professionnel de l'histoire des États-Unis. En effet, il a décidé d'aller jouer en G-League Ignite au lieu d'aller en NCAA pour se développer et jouer contre des professionnels et notamment des adultes. Dès ses premiers matchs, alors même qu'on allait penser et qu'on pourrait penser qu'il serait un backup dans ses premiers jours, on n'oublie pas qu'il avait seulement 17 ans, il a tout simplement fait contre des adultes, donc des cartons offensifs assez impressionnants, notamment à 31 points, puis 22 points de moyenne, avant de gentiment redescendre. Il a fini cette première saison en professionnel avec plus de 14 points, 5 rebonds et 5 passes. Et cette année, du coup, il a augmenté notamment toutes ses stats. Toutes ses stats ont augmenté. Il est passé de 14 à 17,8 points, 5,1 rebonds et 6,4 passes en 44,7, 32% à 3 points et 75% au lancer. Il a progressé, ça c'est un fait, mais il n'a pas progressé que dans les stats, il a progressé aussi dans son jeu. Et on va d'abord analyser ses points forts pour ensuite voir les points où il a progressé cette année et parler de potentiels points à travailler. Je pense que c'est important dans son cas de tous les énumérer parce que il y en a beaucoup, il y a beaucoup de points forts notamment et très peu de points à travailler. Enfin, à mon sens, on verra ce qu'il en sera quand il arrivera en NBA et ce qu'en pensent d'autres analystes. Mais je pense clairement que c'est un joueur déjà NBA ready, un joueur déjà accompli qui, de par son expérience professionnelle, a une maturité déjà assez conséquente. Donc allons-y, parlons déjà de ses points forts. Au niveau de ses points forts, on peut parler déjà de son physique, tout simplement all-time pour un prospect. Pour moi, c'est l'un des meilleurs prospects physiques de ces 10 ou 15 dernières années, peut-être derrière Zion Williamson, devant Ja Morant en termes de prospect évidemment. C'est un prospect qui a à peine 19 ans et qui a une musculature tellement développée, une verticalité impressionnante et un physique tout simplement qui lui permet de dominer aussi dans son jeu. En effet, il a un premier pas qui est tout simplement létal et qui permet de mettre dans son dos n'importe quel défenseur, une finition notamment au contact et une verticalité tout simplement impressionnante avec un toucher donc associé qui est impressionnant aussi. Il peut finir de la main droite, de la main gauche sur un défenseur plus grand, sur plusieurs défenseurs avec la faute. Il peut tout simplement tout faire. On l'a vu contre les Metropolitans, il l'avait fait notamment sur Wembanyama. Le fait qu'il fasse 2m22 ne lui a posé presque aucun problème, en tout cas sur cette action. Et c'est tout simplement un joueur impressionnant. En plus de ça, il a grandi. Enfin, de ce que j'ai vu sur les derniers recensements, on va dire, il a grandi niveau taille. Il fait aujourd'hui 1m93 alors qu'avant il était noté à 1m88. 1m93 pour un meneur en NBA, c'est plutôt une taille normale, une taille positive. Associé à ses qualités physiques, de toute façon, il dominera. Il fait toujours 88 kilos, donc évidemment ce n'est pas impressionnant quand on le lit comme ça, mais il faut savoir qu'il a des épaules très larges. Il est énormément tanké, et il a un coffre, un physique, comme je l'ai déjà dit, totalement
voilà, pour un prospect qui est all-time, hein, il faut pas se mentir, un joueur autant développé physiquement et qui peut donc continuer à se développer à cet âge, c'est tout simplement impressionnant. Donc voilà, c'est un joueur qui en première intention va chercher à aller au panier, mais ce n'est pas du tout même un joueur qui se sert uniquement de ses qualités athlétiques pour finir. Il a développé, notamment depuis l'année dernière, un shoot à mi-distance qui, malgré un choix de tir qui peut paraître parfois douteux, dû notamment à son jeune âge, je pense, mais aussi au fait qu'il joue en G-League et que voilà, cette ligue est connue pour abriter énormément de croqueurs et ne que peut défendre finalement. Eh bien, il a développé un shoot à mi-distance et une finition au cercle, comme je l'ai déjà dit, qui sont tout simplement en nette progression et qui sont impressionnantes d'efficacité. Comme vous l'avez vu dans les stats du début, son shoot à 3 points fait partie de ses gros défauts. C'est un très mauvais shooter à 3 points. L'année dernière, il était qu'à 20 ou 21% au shoot. Cette année, il a une nette progression, mais qui reste toujours très faible parce qu'il est à 32% au shoot. Mais pour ces lancers francs, on est autour des 75%, qui est dans une moyenne pour les joueurs, les jeunes joueurs en NCAA, les jeunes prospects, ce qui montre qu'il n'y a rien de rédhibitoire, qui peut toujours s'améliorer, notamment au shoot à longue distance, et qui peut tout simplement devenir un scoreur à 3 niveaux, tout simplement élite. À voir comment ça se développe en NBA, mais c'est un de ses principaux, si ce n'est le plus grand point à travailler. Donc voilà, on y vient. Je pense que c'est un des points les plus importants à travailler pour lui. Et on parlera après ça que de très peu de défauts, parce que je n'ai toujours pas énuméré un quart de ses points forts. Donc après son shoot à mi-distance, son physique et sa finition, on peut parler aussi d'un handle qui est tout simplement soyeux, d'un dribble et qui lui permet de passer, comme je l'ai dit, n'importe quel défenseur, qui lui permet de se mettre dans les meilleures dispositions pour choisir ses spots de shoot ou ses pénétrations le mieux qu'il puisse faire. Et malgré le fait qu'il perde beaucoup de ballons, hein, encore une fois, je pense que c'est dû à sa jeunesse et un manque de focus plus qu'à des erreurs ou un manque de handle. D'ailleurs, ce n'est pas un manque de handle, hein. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu jouer, je vous invite déjà à aller voir au moins des highlights de lui. Il est très impressionnant. C'est le genre de joueur popcorn, on va dire, que les jeunes adorent. Enfin, que ce soit on va commencer les comparaisons, hein. C'est le style de joueur qui plaise aux jeunes, comme des Ja Morant, comme des John Wall, peut-être des Derrick Rose. Évidemment, on parle d'un plafond, on parle d'un terme ici. Rien n'est dit qu'il se développe aussi bien, même si je pense qu'il a toutes les capacités pour le faire s'il arrive dans une franchise qui lui laisse le temps, et je pense que toutes les franchises de la NBA lui laisseraient le temps de se développer, et peut-être même qu'il est déjà totalement développé pour être un meneur qui domine dès son arrivée en NBA. Évidemment, avec toutes les qualités que j'ai énumérées, c'est un fantastique joueur, un joueur d'élite en isolation, et un attaquant qui est parfaitement complet pour se créer son shoot et pour finir de lui-même. Mais si ce n'était que ça, voilà, on parle déjà d'un joueur qui peut finir top 1 ou 2 ou peut-être dans le top 3 de n'importe quel draft. Mais il n'a pas que ça pour lui. Et c'est ça qui est exceptionnel avec ce joueur, c'est que en termes de QI basket et du fait qu'il soit meneur, on aime beaucoup les meneurs scoreurs en ce moment. Ce n'est pas exactement ça. Scoot Henderson est un meneur gestionnaire et peut être un meneur gestionnaire qui facilite le jeu offensif de son équipe dès le day one en NBA. C'est un bon passeur, un excellent passeur, que ce soit pour ressortir vers les corners, pour les joueurs qui coupent, il arrive à donner à n'importe quel joueur qui arrive à se démarquer. C'est un excellent gestionnaire de pick and roll qui lui permet de tirer, notamment en première intention à mi-distance ou de finir au panier, mais aussi de passer en roll tout simplement. Donc oui, un joueur assez exemplaire en termes de QI basket et de gestion de jeu qui ne demande qu'à progresser, hein. On sait que beaucoup de joueurs jouent que pour eux en G-League Ignite, c'est le cas aussi en G-League, et c'est le cas aussi dans la Team Ignite. Donc je demande à le voir avec des joueurs qui vont plus jouer pour la gagne que pour leur stats, voir si son efficacité va nettement augmenter, mais c'est déjà totalement impressionnant, je pense, de le voir à ce niveau-là. Ensuite, je pense qu'il a une mentalité exemplaire. Déjà, le fait d'aller jouer avec des professionnels
qui lui permettent de progresser autant, plutôt que le côté un petit peu hype entre guillemets de la NCAA. Évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de points positifs à aller jouer en G-League, mais voilà, ce n'est pas pour rien si c'est un des seuls qui fait ce choix-là encore aujourd'hui. La NCAA est bien plus plébiscitée, et malgré ça, il a choisi à seulement 17 ans, alors même qu'il n'avait pas fini son cursus au lycée, de venir jouer avec des professionnels, ce qui est une prise de risque énorme. De toute façon, quand il parle ou quand ses parents parlent de lui, quand n'importe qui parle de lui, on parle d'un énorme bosseur qui, lors de son adolescence, pour s'inspirer de son idole qui est Kobe Bryant, se levait à 5h du mat pour s'entraîner, qui a une famille d'athlètes, hein, ses sœurs ont joué aussi en NCAA au basket, et qui a tout simplement une confiance en lui et une mentalité de winner, hein. On le voit aussi récemment, malgré certains qui se moquent, il veut être le premier pick. Il a déjà parlé des Spurs et il veut créer une culture, comme lui-même l'a dit, aux Spurs, malgré le fait que je pense pas que ce soit possible. Je trouve tout simplement que c'est la bonne mentalité à avoir, c'est la parfaite mentalité à avoir pour progresser et pour devenir un grand joueur de cette ligue. Pour moi, de toute façon, au vu de l'état actuel de son corps et de la manière dont il joue, cela sera tout simplement le premier choix pour être le futur Rookie of the Year. Pour moi, il est bien plus développé et Wemby, évidemment, pour prendre l'exemple du premier choix, du futur premier choix de la draft, sera à terme potentiellement le meilleur joueur de cette draft. Pour moi, ce n'est même pas sûr, parce qu'en fait, on parle de Scoot Henderson, mais je ne l'ai pas dit. Mais pour moi, c'est le meilleur prospect derrière Wembanyama et peut-être Zion Williamson sur les 15 dernières années, sur les 10 dernières années. C'est quand même un potentiel énorme qui, dans n'importe quelle classe de draft, serait premier. Que ce soit devant Anthony Edwards, Cade Cunningham ou n'importe quel de ces joueurs, il serait pick avant, c'est une certitude. Et qui, pour moi, oui, évidemment, dominera dès ses premiers jours en NBA. Malgré son manque de shoot à 3 points, comme je l'ai déjà dit, malgré le fait qu'il choisit des tirs un petit peu difficiles, mais encore une fois dû à sa jeunesse, et on n'en a pas parlé, malgré le fait que ce soit un défenseur qui n'est pas tout le temps concentré. Mais voilà, encore une fois, on parle de jeune joueur, il a toutes les qualités pour. Son mètre 93 lui permettra de défendre le poste 1 tout à fait parfaitement, normalement en tout cas, s'il tombe sur une franchise qui l'aide à garder ce focus en défense et qui voilà, en fait un joueur complet. Avant, il faisait 1m88, ça aurait pu être un petit peu plus compliqué pour lui, mais sa prise de centimètres ces derniers mois fait que de toute façon, je pense qu'au vu de ses qualités athlétiques, il n'aura aucun mal à défendre les postes 1, 2, et si vraiment on pousse son développement à la manière d'un Kobe, comme lui-même le dit et dit qu'il s'entraîne, il pourrait défendre des postes 3 au vu de ses qualités athlétiques. C'est une certitude, malgré son manque de taille. Il a aussi des grandes mains qui lui permettraient, et des longs segments qui lui permettraient de chipper tout simplement des ballons. Et non, ça pourrait être impressionnant en défense, mais au jour d'aujourd'hui, on ne va pas s'avancer. C'est encore un défenseur moyen qui manque de focus, en tout cas à ce niveau de jeu-là, et qui doit progresser sur sa concentration quand il va arriver en NBA. Ensuite, c'est un joueur que je n'ai que rarement, si ce n'est jamais vu off-ball, et qui donc, s'il arrive à côté d'un autre meneur, par exemple LaMelo Ball, qui est le deuxième choix de la draft, enfin que Charlotte a le deuxième choix de la draft et qui possède déjà LaMelo Ball, il devra évidemment partager la balle avec celui-ci. C'est un joueur intelligent, je suis persuadé qu'il peut le faire, mais voilà, c'est un joueur on-ball principalement. Il faut voir comment ce développement off-ball et cette partage de balle avec un autre joueur du backcourt pourrait se passer. Ensuite, à part ces pertes de balles excessives que j'ai déjà abordées, le dernier point qui m'interroge un petit peu, c'est ses blessures. Il a eu plusieurs blessures, notamment cette année où il n'a pas joué les derniers matchs, mais l'année dernière aussi, toujours des blessures très peu graves, hein, ou même quand il a affronté Wembanyama lors de son deuxième match, au bout de 5 minutes, il s'est blessé. Donc ça pose question. On remarque que les inspirations en termes de plafond que j'ai évoquées ont tous connu des blessures plus ou moins graves, hein, que ce soit Derrick Rose, John Wall, Westbrook en début de carrière, ou ce genre de joueur tout simplement. Ja Morant aussi a connu des blessures ces 2 premières saisons. Cette année, il a été plutôt épargné, mais voilà. Je ne lui espère évidemment pas ce genre de problème-là, mais c'est toujours à surveiller. Ça ne l'empêchera pas d'être pick pour moi, que ce soit en choix 2 ou 3 de la draft. Et oui, pour moi, c'est un talent générationnel qui, si une équipe se veut logique un minimum, doit le pick en 2.
Et s'il est pick en 3, pour moi, la franchise qui ne le prendra pas en deuxième position commettra tout simplement une faute professionnelle. On ne parle pas de fit en deuxième position, on ne parle que de talent et de talent pur. Et pour moi, Scoot Henderson est le plus grand talent derrière Zion Williamson et Wembanyama sur ces 10 dernières années. Voilà. Donc je pense qu'on a fini sur le profil de Scoot Henderson. On va passer aux équipes dans lesquelles j'aimerais bien qu'il tombe, ou en tout cas là où il aurait le plus d'impact et un développement à mon sens le plus intéressant. Parce que, quand je parle de développement, encore une fois, c'est assez difficile, parce que pour moi, c'est un joueur NBA ready depuis déjà ses 17 ans. C'est potentiellement le meilleur joueur de la QV, on sait pas si Wemby a des problèmes ou s'il a des blessures ou s'il n'arrive pas à se développer aussi bien en NBA, ça peut être problématique. La G-League a pour le coup l'avantage d'avoir et de pratiquer un jeu NBA, ce qui a un avantage pour lui day one. Mais voilà, peut-être qu'il deviendra le meilleur joueur. Son profil est moins unique que Wembanyama. Sa taille peut poser problème quand on parle. Évidemment, là, je parle de potentiel All-Star, de potentiel Hall of Famer. Mais le poste de meneur, voilà, est plus compliqué pour aller loin, notamment en play-off, pour être contender, pour gagner des titres, tout simplement. Son profil est moins unique, mais est-ce qu'on recherche un profil unique ? Non, on recherche le plus grand talent de la draft. Et pour moi, voilà, le petit lapsus. Pour moi, Scoot Henderson est le deuxième plus grand talent de cette draft, et tout simplement de très très loin. Vraiment, il y a un gap entre le 1 et le 2. Pour moi, il y a un gap, mais il y a un énorme gap, peut-être une falaise entre le 2 et les 58 autres choix de cette draft. Enfin bref, parlons donc des équipes dans lesquelles il pourrait tomber et dans lesquelles il serait intéressant qu'il soit drafté. Allons-y. Scoot Henderson with the takeaway, 2-on-2, go, oh, baby! Scoot Henderson with the dunk and the stare. Du coup, comme je l'ai dit précédemment, pour moi, Scoot Henderson est tout simplement le second meilleur talent de cette draft. Et il doit donc être pick en 2. Mais d'après les dernières rumeurs, d'après tout ce qui sort, d'après l'actu NBA, eh bien, ce ne sera sûrement pas le cas, au vu du fait que Charlotte ne veut pas jouer avec deux meneurs en la présence de LaMelo Ball et de potentiellement Scoot Henderson. Et il est donc prévu d'être pick en 3. Étant fan de Portland, ce serait exceptionnel pour nous de l'avoir. J'en reparlerai cet été, on verra l'été de Portland. Je ferai une longue vidéo sur le sujet parce que je pense qu'il faut se poser la question de savoir s'il faut reconstruire ou non. Mais le fait est que, à part si on gardait Wembanyama, l'ensemble des autres picks serait trade. Il y a donc 90% de chances, surtout que Scoot Henderson est un joueur qui joue au poste de meneur. Nous avons déjà Damian Lillard. Il a énormément de chances d'être pick par une autre équipe et d'être transféré le soir de la draft. Ce qui m'énerve un peu, évidemment, mais ce n'est pas la question. Donc on va parler pour moi de deux équipes qui pourraient monter à la draft, où il y a d'ailleurs des rumeurs de cette montée à la draft, et qui pourraient être très intéressantes. On va parler d'Orlando en premier. Donc Orlando, j'en ai parlé pour beaucoup de prospects, notamment du backcourt, parce que je pense que oui, il y a un manque sur le backcourt. Scoot Henderson pourrait être très intéressant pour eux, parce que tout simplement, c'est un porteur de balle qui sait partager la balle et qui pourrait décharger de responsabilités des joueurs, comme on a vu, comme notamment Paolo Banchero, ou ce type de joueur-là. Évidemment, ça serait un peu triste, mais il reprendrait la main à Markelle Fultz, que j'aime énormément et qui fait une sorte de breakout season et une rédemption assez intéressante, mais qui, pour le coup, pour une équipe qui se veut compétitive, qui serait peut-être un petit peu légèrement trop faible sur le backcourt. Donc voilà, les deux peuvent aussi jouer ensemble, évidemment. Moi, je préférerais d'ailleurs qu'ils jouent ensemble. Ça ferait beaucoup de joueurs assez smart, assez intelligents sur ce backcourt, mais malheureusement, ça manquerait énormément de shoot. Ce qui manque à cette équipe, du shoot extérieur, une attaque offensive assez léchée, ce qui induirait donc et ce qui inclurait une autre année de développement pour ce collectif, la présence de Scoot Henderson, mais qui à terme, avec quelques ajustements et les transferts de certains joueurs, pourrait créer un effectif avec Paolo Banchero, avec des joueurs importants comme Franz Wagner ou autres, et évidemment notre Scoot Henderson, un effectif tout simplement taillé à terme pour le titre. On a 3 potentiels All-Stars, Paolo Banchero et Scoot Henderson pourraient être dans des conversations de All-NBA, de
tout ce type de joueur-là, de peut-être MVP. J'ai pas trop envie de m'avancer, mais voilà. Franz Wagner a montré, notamment en FIBA, quel joueur il était. Il a montré en NBA aussi, avec une saison incroyable en année 2, une saison parfaitement sous-coté en année 1, et évidemment ce manque de shoot n'est pas rédhibitoire pour moi. Il pourrait jouer aussi à côté d'un Gary Harris, qui est un bon shooter notamment, mais il faudrait des ajustements tout simplement. La saison, de toute façon, s'ils le draftent, ils auront tout l'été pour progresser. On a remarqué déjà une progression et une mentalité assez importante l'année dernière, et quand je parlais de la défense de Scoot Henderson, cet effectif qui sont tous des dogs en défense pourrait convenir parfaitement à ce profil de joueur et pourrait lui permettre de garder ce focus défensif tout simplement H24. Donc voilà, Orlando sont pour l'instant en 6 et en 11 et pourraient donc monter pour essayer de choper Scoot Henderson, qui serait tout simplement parfait pour leur développement. Et comme je l'ai dit, c'est comme s'ils montaient pour un pick 1 à n'importe quel autre draft, parce que pour moi, en termes de prospect, Scoot Henderson est même au-dessus d'un Paolo Banchero qui a été pick par le Magic l'an dernier. Donc voilà, première équipe intéressante, mais bizarrement, la seconde équipe, et on en parle rarement aussi haut, m'intéresse bien plus et m'intéresse énormément. On va parler des Bulls de Chicago. En effet, les Bulls de Chicago ont plusieurs rumeurs sur le dos, comme quoi ils voudraient monter à la draft, peut-être une fin de cycle à prévoir, ou alors peut-être une semi-reconstruction autour de joueurs comme Zach LaVine, on ne sait pas, mais peut-être qu'on sent que cet effectif a atteint un plafond de verre déjà cette année, mais l'année dernière aussi, où ils ont été néanmoins en play-off. Cette année, ça n'a pas été le cas. On sait que Nikola Vucevic sera libre cet été, et il y a très peu de rumeurs sur le fait qu'il re-signe. Donc je pense clairement que le fait de monter, notamment en échangeant un joueur comme DeMar DeRozan, ce qui ne m'intéresse pas en tant que fan de Portland, mais bon, on verra, ou de potentiel pick évidemment, pourrait être intéressant. En effet, on sait que dans le backcourt des Bulls, on a très peu de joueurs intéressants. On a un Patrick Beverley qui est lui aussi pas signé l'année prochaine. On a évidemment un Lonzo Ball où il y a de plus en plus de rumeurs récentes qui disent qu'il y a beaucoup d'experts qui pensent qu'il ne pourra plus jamais rejouer en NBA, ce qui est évidemment très triste. Un Ayo Dosunmu qui fait des progrès mais qui est encore très limité et qui pour moi n'est tout simplement pas un meneur mais une sorte d'arrière un petit peu sous-dimensionné. Et autour de ça, on a aussi un défenseur qui pourrait jouer tout simplement à côté de Scoot Henderson, en la personne de Caruso. Donc déjà, imaginez un petit peu l'effectif. Un Scoot Henderson à côté d'un Caruso potentiel, s'il reste sur 2 jambes et si tout se passe bien. À côté encore un Zach LaVine en poste d'ailier, voilà. Et ensuite, on aurait des joueurs comme Patrick Williams, ce qui nous montre qu'il y a déjà 2 profils défensifs et un potentiel 3e avec un joueur comme Scoot Henderson qui pour moi pourrait totalement défendre et totalement dominer en défense en NBA, même si ce sont que des suppositions. On aurait alors un problème au poste 5, évidemment on a que André Drummond qui est un joueur un petit peu, qui est un ancien très bon joueur, mais qui dans notre NBA actuel ne peut plus dominer comme il aurait pu le faire à d'autres périodes, mais qui en backup pourrait être très intéressant pour jouer quelques minutes avec Scoot et lui faire des énormes pics, enfin bref, des choses comme ça. On aurait des joueurs, des vétérans comme Goran Dragic, on aurait d'autres jeunes qui pourraient shooter autour de lui comme Kobe White, on aurait Ayo Dosunmu évidemment aussi. Enfin bref, on aurait beaucoup de joueurs. Évidemment, cette équipe serait encore en reconstruction, il faudrait ajouter des pics, notamment un poste 5 ou du moins des intérieurs pour jouer, pour compléter ce roster. Mais voilà, je pense qu'un Zach LaVine et tout simplement en fait être la nouvelle tête d'affiche des Bulls de Chicago et tout simplement prendre le pas, et puis la story serait assez belle quand même. Imaginez de prendre le pas d'un Derrick Rose de l'époque 10 ans plus tard, enfin plus de 10 ans, 15 ans plus tard, dans le même style de jeu. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes joueurs et ils vont pas se développer pareil, mais dans ce style-là, je pense que ce serait énorme pour Chicago, un coup de poker à tenter évidemment, enfin ce n'est même pas un coup de poker, s'ils arrivent à échanger DeMar DeRozan ou ce type de joueur, ou même les 4 prochains picks, pour moi c'est tout simplement un coup à faire, même s'ils doivent reconstruire que sur lui et que Zach LaVine décide aussi de partir, notamment aux Lakers ou quelque chose comme ça, où il y avait quelques rumeurs l'année dernière depuis 2 ans en fait, eh bien ce serait intéressant pour Chicago de tout simplement reconstruire
autour de Scoot Henderson. J'aimerais beaucoup que vous me disiez dans les commentaires si vous pensez que c'est possible. J'ai vraiment pas trop analysé les pics, ceux qui restent tout simplement à Chicago. Je sais que beaucoup sont partis à Orlando pour Vucevic. Je sais que voilà, ils en ont pris quelques-uns ces dernières années. Je sais aussi que je sais pas exactement quelle marge ils ont en termes de salaire pour signer d'autres joueurs et rendre cette équipe compétitive autour d'un Scoot Henderson et d'un Zach LaVine. Enfin bref, je trouve cet effectif déjà très intéressant dans l'optique où il signe. Donc voilà. Je suis pas spécialement fan des Bulls, mais je trouve quand même que la story serait très belle. Il y a quelque chose à construire autour de cet effectif et je pense que on va éviter de faire plusieurs fautes professionnelles. S'il y a l'occasion que Chicago récupère ce pick 3, ils doivent le faire. Voilà. Donc je pense qu'on a terminé. J'espère néanmoins que Portland garde ce pick et développe Scoot Henderson, ou même que Charlotte, s'ils sont un minimum smart, pick tout simplement Scoot Henderson. Il y a beaucoup de choses à voir dans cette draft NBA, c'est ça qui est le plus intéressant. On ne sait pas où va atterrir les mecs, il n'y a pas de top 5 désigné particulièrement. Les équipes ont beaucoup chuté lors de la loterie, d'autres veulent monter, d'autres veulent devenir contenders, donc oui, c'est très intéressant. Scoot Henderson là ne doit pas dormir parce qu'il ne sait tout simplement pas où il va atterrir. C'est fou quand même pour un talent comme ça de ne pas savoir où il va atterrir après la loterie. Enfin bref, voilà, je pense que j'ai terminé cet épisode qui sera potentiellement un petit peu plus long que les 3 premiers, mais je pense que ça va, on n'a pas abusé niveau temps. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je pense encore faire plusieurs prospects avant la draft, et peut-être même que j'en ferai après la draft en modifiant un peu le concept et en parlant de la team dans laquelle ils sont tombés. Enfin bref, on verra bien. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine pour de nouveaux podcasts, de nouvelles vidéos. Au revoir.